Si on souhaite connaître le nombre de followers d'un compte Twitter, on pourrait très bien ouvrir le site officiel de Twitter et afficher la page du compte. Mais on pourrait aussi créer un petit programme pour récupérer toutes ces informations automatiquement en se connectant à l'API officielle de Twitter. C'est ce qu'on va faire. On va créer une petite application qui va permettre de retourner le nombre de followers et le nom des followers d'un compte donné. Bien sûr, on va utiliser comme d'habitude les technologies du web, JavaScript, Node.js, pour que éventuellement on puisse intégrer cette fonctionnalité ensuite à notre site internet. Allez, c'est parti. Pour récupérer les informations dont on a besoin, on va donc se connecter sur l'API officielle de Twitter. Une API est ce qu'on appelle une interface, c'est-à-dire que c'est un système sur lequel on peut se connecter pour récupérer des informations. Pour comprendre le fonctionnement de cette API, on peut consulter la documentation qui est à l'écran et comprendre comment est-ce qu'on peut faire notre programme pour pouvoir se connecter et pouvoir récupérer les informations qui vont bien. On va la regarder ensemble et je vais vous commenter les informations qui sont importantes et dont on a besoin pour pouvoir commencer à coder. La première chose qui est importante est de constater qu'il y a plusieurs versions en parallèle et fonctionnelles actuellement. La première, c'est la version standard V1 qu'on pourrait très bien utiliser et qui permet de faire essentiellement tout ce que propose le site web de Twitter, mais à travers des commandes. Comme là, on voit qu'on peut poster de nouveaux tweets, on peut réagir à des tweets, on peut récupérer la timeline, on peut envoyer ou recevoir des direct messages, etc. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la version V2. C'est une version qui est visiblement déjà fonctionnelle et qui va, j'imagine, remplacer la V1 dans un futur plus ou moins proche. Cette API V2 permet de faire tout ce dont on a besoin. En l'occurrence ici, récupérer des informations depuis un compte d'utilisateur. On va aller dedans. Et ce qui est important de noter, c'est que cette API est ce qu'on appelle RESTful. RESTful, ça veut dire grosso modo que ça utilise les méthodes classiques du web, get, post, put, delete, pour pouvoir effectuer un certain nombre d'opérations, récupérer des informations, poster une nouvelle information, modifier une information ou supprimer une information. Ici, on voit que la première information qui nous est donnée est que pour récupérer des informations, on utilise la méthode get, c'est-à-dire la méthode classique qu'un navigateur utilise pour récupérer des informations. Si on ouvre les outils de développement, on voit, je rafraîchis la page, on voit que ça utilise ici la méthode get pour récupérer par exemple print.css qui est une feuille de style. Donc c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on sait utiliser. On va utiliser donc la méthode get. Ensuite, on voit que ça retourne des informations soit sur les utilisateurs, soit sur un ou soit sur plusieurs utilisateurs, et que pour récupérer des informations sur un utilisateur, on peut soit utiliser un ID, c'est-à-dire un identifiant, un nombre grosso modo, soit le nom d'utilisateur du compte. Dans un premier temps, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le nom d'utilisateur parce que le numéro du compte, on ne l'a pas. Donc, on va utiliser le username. Et que lorsqu'on fait une demande pour avoir des informations sur un compte, ça nous retourne un objet de type user, c'est-à-dire celui-ci. Alors, ça nous donne tout plein de propriétés qui peuvent nous être retournées. Ici, on voit par exemple qu'il y a l'identifiant qui est ce fameux nombre. On voit aussi qu'il y a le nom du compte. Il y a le arrobase du compte, il y a la date à laquelle le compte a été créé, la description de l'utilisateur, etc. On voit aussi la localisation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette propriété, public metrics, et on voit que ça nous donne le nombre de followers, le nombre de gens que la personne suit, le nombre de tweets, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout le nombre de followers dans un premier temps, mais ça vous donne d'autres possibilités. Enfin, ça permet de voir quelles sont les autres possibilités en utilisant les autres valeurs. C'est donc un objet avec toutes ces propriétés qui va nous être retourné lorsqu'on va demander à recevoir les informations d'un compte. Pour récupérer des informations et se connecter à l'API, il y a des routes, de la même façon qu'il y avait des routes lorsqu'on a créé le back-end dans une vidéo précédente où on a essayé de mettre finalement des URL pour répondre des informations particulières aux demandes des utilisateurs. Ici, on voit qu'il y a plusieurs routes. La première, c'est pour récupérer plusieurs utilisateurs en une fois. La deuxième, c'est pour récupérer un utilisateur bien précis avec un identifiant.
La troisième, c'est aussi pour récupérer plusieurs utilisateurs, mais cette fois-ci à partir d'un nom d'utilisateur. Et la quatrième, celle qu'on va utiliser, c'est ce qui nous permet de récupérer les informations du compte à partir d'un nom d'utilisateur. Je vais ouvrir ça. Et la première chose qui nous est dite, c'est que pour récupérer les informations, il faut utiliser un token. Et on va utiliser celui-ci, Bearer Token. Ce token, il nous est fourni lorsqu'on se crée un compte sur Twitter. Pour pouvoir utiliser l'API, ce n'est pas public, il faut avoir déjà un compte Twitter classique. Et ensuite, une fois qu'on a un compte Twitter classique, il faut faire une demande pour avoir un compte Twitter pour développeurs, grosso modo. Et à partir de ce compte de développeur, on peut créer un projet. Et dans ce projet, on a les clés d'accès, on va dire, pour pouvoir utiliser l'API et pour que Twitter puisse associer la demande au compte. Parce qu'il y a un certain nombre de limitations. Ici, par exemple, on voit que pour cette demande-là, on peut faire avec un token uniquement 900 requêtes toutes les 15 minutes. Donc moi, avant de faire cette vidéo, j'ai déjà créé un compte et j'ai déjà ce token. Ce token, on va le voir dans un instant, mais ça, c'est une suite de caractères et on va l'utiliser. Mais si vous voulez l'utiliser, il faut aussi vous créer un compte. Ensuite, on voit donc que l'URL, c'est celle-ci. À la place ici du double point avec username, bien sûr, il faut mettre le nom du compte. Et ensuite, là, on a vu que c'était le paramètre. Ensuite, on voit qu'on peut mettre un certain nombre de paramètres à la requête. Ce qu'on va faire, on voit notamment que pour pouvoir avoir des champs particuliers dans la réponse, il faut lui dire « je veux que tu me retournes la description, je veux que tu me retournes l'identifiant, je veux que tu me retournes le nom d'utilisateur ou le public metrics qui nous intéresse. Sinon, il y aura uniquement les informations par défaut. Si on retourne par exemple ici sur les propriétés de l'objet qui nous est retourné, on voit que si on précise aucun paramètre, ça nous retourne uniquement les valeurs par défaut, en l'occurrence ici l'identifiant, le nom et l'username. Si on veut des informations supplémentaires, il faut les préciser et pour les préciser, il faut passer à la requête une valeur qui s'appelle user.fields et à laquelle on associe le nom de tous les champs qu'on veut utiliser. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut maintenant, c'est peut-être un petit peu flou, mais ça va être très clair lorsqu'on va commencer à coder, ce qu'on va faire tout de suite pour voir comment ça fonctionne. Je vais utiliser, comme j'ai dit en introduction, JavaScript, je vais utiliser aussi Node.js. Ça va nous permettre, dans un premier temps, de créer une petite application en ligne de commande pour nous retourner du texte, mais ensuite si on veut ou si vous voulez, vous pouvez intégrer surtout ce programme à votre site internet. Vous avez envie par exemple d'afficher les 5 derniers followers de votre compte, etc. Toutes les possibilités sont offertes. Dans un premier temps, on va le faire uniquement dans la console, comme ça on ne se soucie pas encore de l'interface graphique et on pourra la rajouter ensuite. Ce qu'on va utiliser, c'est un module qui s'appelle NodeFetch. Ce module NodeFetch, ça permet de faire comme la fonction fetch qu'il y a dans les navigateurs pour pouvoir récupérer des ressources extérieures. Si vous avez déjà fait du développement front-end sur les navigateurs, du JavaScript, vous l'avez sûrement déjà utilisé. C'est ce qui permet par exemple de récupérer des données si on utilise une API ou si on charge des informations, une image ou n'importe quoi, on utilise un fetch. Donc disons que sur Node, ça n'existe pas par défaut. On pourrait la développer nous-mêmes, mais on va essayer de gagner un petit peu de temps et de se concentrer sur le fonctionnement de l'API Twitter. Donc on va utiliser un module qui simule cette fonction fetch et qui a plus ou moins le même comportement. Pour pouvoir l'utiliser, je vais initialiser un nouveau projet comme on fait d'habitude sur npm. Ce que je vais faire tout de suite, on va lui dire npm init pour initialiser le projet. Je vais lui dire /y pour lui dire yes à tout pour avoir les valeurs par défaut. Ensuite, je vais lui mettre npm install nodefetch, ce qui est donc le paquet que je vais utiliser. Ça l'installe. Une fois que c'est installé, je vais pouvoir l'importer dans mon projet. On va lui dire fetch égale require nodefetch. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction et cette fonction, on veut qu'elle s'exécute tout de suite. Donc là, c'est ma fonction. Pour pouvoir l'exécuter automatiquement, je vais la mettre entre parenthèses et je vais l'exécuter automatiquement. Lorsque je vais exécuter ce programme, ça va voir qu'il y a une fonction et la fonction, elle va être invoquée immédiatement. On appelle ça IIFE. Ok. On va mettre par exemple console log mon programme pour vous prouver que ça fonctionne bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple lancer le programme et voir si ça fonctionne bien. C'est ce qu'on va faire.
hop, et on va dire node index.js. Et j'ai mon programme qui s'affiche. Pour le moment, tout fonctionne. Ce qu'on va donc faire, c'est utiliser cette fonction fetch pour récupérer les informations du compte. On a vu que pour récupérer les informations du compte, il fallait se connecter à cette route-ci. Je vais la prendre et je vais l'utiliser. Et je vais lui dire fetch. Je vais lui donner l'adresse qui va bien. Et bien sûr, je vais remplacer cette valeur-là par mon compte à moi, par exemple. Sachant que mon compte, si on le voit ici, on voit qu'on veut obtenir 27 followers et on va essayer d'en trouver, je ne sais même pas qui est-ce qui me follow, mais on va voir quels sont les comptes qui me suivent. C'est juste pour à titre d'information, mais on peut utiliser n'importe quel autre compte. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est que cette fonction-là, comme dans le navigateur, c'est une fonction asynchrone. Donc, on va tourner cette fonction en une fonction asynchrone pour pouvoir utiliser le mot-clé await. Si vous ne savez pas ce que c'est async await, regardez la vidéo sur la programmation asynchrone et vous comprendrez tout. Sinon, vous ne comprendrez rien du tout. Donc, je vais utiliser un mix entre des promises et le mot-clé await lorsque ça m'arrange pour que ce soit le plus clair possible dans le code. Ici, on va lui dire donc que fetch, on va utiliser zen, et la fonction fetch, elle nous retourne une réponse. Alors, on a l'habitude de mettre res, et cette réponse-là, ensuite, on peut par exemple afficher son contenu. Pour afficher son contenu, il faut traiter l'intérieur de la réponse. Pour traiter l'intérieur de la réponse, on utilise soit texte, lorsqu'il y a du texte sans programmation particulière pour le retourner, pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir le dire du texte brut. Mais ici, on sait qu'il y a un objet qui nous est retourné, et cet objet, c'est du JSON, donc on va lui dire res.json. Cette fonction, elle est aussi asynchrone, donc on va aussi devoir la retourner. On la retourne à la suite, et on va récupérer le résultat de tout ça. Le résultat de tout ça, c'est donc le contenu de la requête qui nous est retourné, et cette fois-ci, on ne l'aura pas au format texte, mais on l'aura au format objet. On va lui dire body, le contenu de la réponse, et await, parce que c'est une opération asynchrone. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux non pas mettre mon programme, mais je peux afficher à l'écran le résultat de la requête. On essaye. On essaye. Et ça me dit que je ne suis pas autorisé. Donc, pour le moment, on a fait une demande et ça me retourne dans le contenu de la requête le statut 401 et ça me dit que je ne suis pas autorisé. La raison pour laquelle je ne suis pas autorisé, c'est parce que, comme on a vu, il fallait utiliser ce fameux token. Pour utiliser ce token, on voit dans l'exemple qu'il faut ajouter une en-tête particulière à notre requête. Cette en-tête, elle s'appellera authorization et la valeur de cette en-tête, elle sera bearer, c'est le nom, le type de token, le type d'authentification, le type de mot de passe, on va dire, et la valeur qui va bien. C'est ce qu'on va faire. On va rajouter à notre demande cette en-tête. On va lui dire header, et dans l'en-tête, on va lui donner authorization. Et on va lui dire que c'est cette valeur-là, mais je vais bien sûr remplacer mon token avec la valeur qui va bien. Je vais remplacer ça par un template string pour pouvoir injecter une variable directement dedans. Mon token, c'est celui-ci que je vais récupérer et que je vais mettre en haut, et je vais mettre token égale. Alors ce token, là je vous le montre actuellement à l'écran, c'est quelque chose qui doit être privé parce que c'est quelque chose qui permet de vous authentifier comme un mot de passe. Donc ne le mettez pas publiquement et l'utilisez pas par exemple dans votre code d'une page web. Ce code-là, vous ne pouvez pas l'exécuter au sein d'une page web dans un fichier JavaScript classique parce que sinon
un utilisateur peut le récupérer et peut l'utiliser et vous allez être loqué, vous allez être banni parce que la personne elle va en faire n'importe quoi. Moi je vais vous le montrer là, je vous le montre à l'écran mais je vais le supprimer derrière. Donc faites attention à ce token et ne le mettez pas publiquement disponible pour les utilisateurs. Ce token je vais donc le prendre, je vais l'utiliser ici. On va donc envoyer la même requête qu'avant à ce point-là. Et cette fois-ci, on va envoyer en plus une en-tête particulière. Les en-têtes, finalement, c'est les mêmes en-têtes qu'on voit lorsqu'on étudie les pages dans tout pareil, les outils de développement. Si je rafraîchis ici la page, je vois que si je prends une requête particulière comme celle-ci, où ça demande une feuille de style particulière, ici je vois qu'il y a les en-têtes de la réponse et les en-têtes de la demande qui sont en dessous. Ils sont ici. Et on voit ici qu'il y a connexion, il y a le cookie qui va bien, host, référeur, user agent, etc. On va juste rajouter, ça ce sont les en-têtes qui sont générées automatiquement par le navigateur. On va en rajouter une spécifique, et notre spécifique c'est donc celle avec notre autorisation pour permettre à Twitter de savoir qui on est. Il y a un S ici à headers. On va relancer le programme et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Et là on voit qu'on a donc un objet qui nous est retourné. Dans cet objet, on a une propriété qui s'appelle data, des données, et à l'intérieur, on a donc l'identifiant, qui est donc un numéro sous forme de texte, on a le nom, et on a le nom du compte, qui sont finalement les trois informations qu'on a vues dans la documentation, ici, qui sont les trois valeurs par défaut, parce que pour le moment, on n'a pas donné de paramètres ou de champs à récupérer. Donc ce sont uniquement les valeurs par défaut qui sont retournées. On va améliorer notre programme et on va rajouter des champs additionnels à notre requête pour pouvoir récupérer d'autres valeurs que simplement l'ID, le name et username. On va lui dire rajoute les champs, on va dire ID, name et username, et en plus, on va lui dire par exemple public metrics. Je vais retourner sur mon code et je vais lui dire que je veux ID, name, username, et ensuite je veux public metrics. Ces trois valeurs-là, ce sont les valeurs par défaut. Je n'aurais pas été nécessairement obligé de les mettre. Mais si jamais demain Twitter change les valeurs par défaut, au moins on est sûr que ça fonctionne. Je récupère ces quatre valeurs et je suis sûr que ces quatre valeurs, elles sont retournées. On peut relancer l'application et voir si ça fonctionne. Et on a cette fois-ci tout pareil, l'ID, le name, username qui nous sont retournés comme avant. Mais en plus, on a cette valeur-là, cette propriété-là. Et on voit que l'information qui nous intéresse, 27, qui est donc le nombre de followers de mon compte. Donc pour le moment, tout fonctionne. On va retourner sur notre code et on va l'améliorer un petit peu parce que pour le moment, on a fait en sorte que ça fonctionne de façon très vite, mais ce n'est pas forcément l'idéal. La première chose qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre body, on va dire, là, on va donner l'information qui nous intéresse et on va lui dire compte avec le nom du compte. Et ici, c'est celui-ci. Et ensuite, on va marquer quelque chose comme le nombre de followers. Et ici, c'est donc body. Et on a dit que c'était data public metrics. Et ensuite, je crois que c'était follower quelque chose. On ira vérifier. Follower count. Je vais remplacer ça template string pour que ça fonctionne. Ça, je vais le commenter pour le moment. Ça devrait fonctionner. Compte 27 et on va dire followers. On peut remodifier le code pour que ce soit plus propre. La première chose qu'on peut faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on lance le programme, le nom du compte il soit passé en paramètres. On l'a vu dans une vidéo précédente où j'expliquais comment lancer un programme, mais pour récupérer les paramètres d'une application qui est lancée à partir d'une ligne de commande, on utilise process.argv et si on l'affiche à l'écran, et ce truc-là, vous allez voir que, je vais enlever ça, que si je lance ce programme et je mets par exemple le nom de mon compte, je vois que ça nous retourne un tableau. La première valeur, c'est finalement ça retourne tous les éléments qui sont dans la ligne de commande. La première, c'est le champ d'exécution
l'URL, on va dire, du programme. Le deuxième, c'est la localisation de mon deuxième argument. Et le troisième, c'est mon troisième argument. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est pas le premier, ni le deuxième, mais le troisième. Et étant donné que ça commence par 0, donc ce sera le deuxième. Donc argv est le deuxième élément de ce tableau, c'est donc le premier argument de la ligne de commande. Donc ce qu'on va faire, c'est dire compte Twitter égale argv. Et ensuite, ce compte Twitter, on peut le prendre et on peut l'injecter dans notre adresse au lieu de le marquer en dur. Ça va nous permettre de pouvoir changer facilement. Et ici, le compte, on va aussi le mettre. Et on va dire compte Twitter, arrobase, et là, machin, follower. Ok, on réessaye pour voir si on n'a rien cassé. Et cette fois-ci, je mets le nom du compte en argument et ça fonctionne toujours. Et je peux même mettre un autre compte, on va dire le compte de Twitter, et ça récupère les 59 millions de followers. Ok, ça fonctionne. La deuxième chose qu'on peut éventuellement faire, c'est que là, on voit qu'on a mis les paramètres de la requête à la main, c'est difficilement lisible. Donc ce qu'on pourrait très bien faire, c'est utiliser un objet qui s'appelle URL search param. C'est un objet qui est aussi utilisé dans le navigateur, URL search param, et qui permet de simplifier la création des paramètres des requêtes. Celui-ci, URL search param, et on voit qu'on peut en construire un avec new URL search param, et à l'intérieur, on peut l'initialiser et on peut lui mettre un objet, et lui va automatiquement transformer cet objet dans un format qui va bien pour pouvoir l'ajouter ici à la requête. On va donc utiliser ça dans notre code pour pouvoir le simplifier. On va donc lui dire que les paramètres, c'est un nouvel objet du type URL search param, et à l'intérieur du constructeur de URL search param, on va mettre un objet, et cet objet, il aura toutes les paramètres de la requête. Ici, on voit qu'il y a un premier champ qui s'appelle user.field, et on va l'associer à tout ça. Ce qui est exactement similaire, et au lieu de le mettre à la main ici, on va lui mettre param, et on va lui dire, pour transformer un objet type URL search param dans des paramètres de requête, on va lui dire URL param égale param to string, qui revient strictement au même. La seule différence, c'est que c'est beaucoup plus simple de passer comme ça, et ce qu'on va même faire, c'est qu'on va remplacer cette série de valeurs par un tableau pour que ce soit plus lisible et plus simple à maintenir, et ce tableau, il aura tous les champs qui vont bien, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais étant donné qu'on ne veut pas un tableau, mais on veut une chaîne de caractères, on va lui mettre join, donc on va concaténer tous les éléments et on va les mettre à la suite, mais avec un séparateur, et ce séparateur, ce sera la virgule, pour qu'on revienne exactement au même point qu'avant. Ensuite, j'utilise ça, je le mets là, et ici, maintenant, si je veux pouvoir rajouter un nouveau champ, par exemple la date de création qui était créée at, je crois, je peux simplement le rajouter, et tout le formalisme de on met les virgules, on l'injecte à la bonne position, etc. On n'a pas besoin de se soucier, je trouve que c'est beaucoup plus clair, mais c'est une question de préférence, puis ça me permet d'avoir une excuse pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, on va voir comment ça fonctionne, et on va lancer l'application, ça devrait fonctionner tout pareil. Node, index, et on va dire mon compte, pareil, on lance, et on a exactement la même chose. Donc là, on est bien. On peut aussi sortir la base de l'URL de l'API. On va la sortir ici et on va dire URL API. Et on va pouvoir l'injecter ici. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que à la fin, j'aimerais bien pouvoir sortir cette fonctionnalité qui permet de
envoyer une requête et récupérer la réponse, parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir récupérer le nom des followers. Pour récupérer le nom des followers, si on revient dans la documentation, on peut revenir dans les fonctionnalités. Ici, c'est probablement sur follows. On va voir la référence API. Et on voit ici qu'il y a si je le mets plus grand, une route particulière qui permet de récupérer les followers, non pas à partir du nom du compte, mais à partir de l'identifiant du compte. L'identifiant du compte, on l'a récupéré juste là dans la première requête. Donc je vais pouvoir utiliser ça. Bien sûr, à la place de l'ID, je vais mettre l'identifiant qui vient bien. Et je vais pouvoir récupérer, encore une fois, les noms de tous les comptes. Ici, on voit que par défaut, si on ne met pas de champ tout pareil, il y a cette même logique finalement où si on veut des paramètres particuliers, il faut les donner dans la requête et ça nous les retourne. Et ici, ça nous donne un tableau avec la liste des comptes. Par défaut, ça nous met ID, name et username. Et si on veut mettre des champs additionnels, tout pareil, on va pouvoir sélectionner et préciser user field et on peut mettre par exemple la description du compte, etc. Bref, nous ce qu'on veut, c'est pouvoir faire une deuxième requête ici. Donc on va pouvoir déjà récupérer non pas le compte Twitter, mais l'identifiant de Twitter. Donc on va dire compte ID. Et ce compte ID, on va le récupérer depuis le résultat de la première requête, data ID. Et à partir de l'ID, on va pouvoir recréer une deuxième requête. Et là, je vais faire copier-coller, ce qui est très moche, mais on va le changer dans un instant. Et on va faire non pas user by username, mais user ID followers. Et à la place de l'ID, on va mettre l'identifiant qui va bien. Ok, je mets tout pareil l'autorisation avec mon token. Et tout pareil, je veux qu'après ça me remplace, enfin ça me convertit le contenu de la requête dans un objet. Donc je vais mettre tout pareil. Et cette fois-ci, je vais mettre, c'est très moche encore une fois, mais pour le moment, on va se contenter de ça, body 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher à l'écran le résultat de ce body 2. Qui est donc normalement le nom des followers. Et étant donné qu'on n'a pas précisé cette fois-ci les paramètres, parce qu'on va les enlever, on ne va pas utiliser les mêmes paramètres, c'est probablement pas les mêmes. On va les enlever et on aura donc l'identifiant, le nom et des X premiers. J'imagine que ça mettra les 27. On va essayer. C'est parti. Et là, on voit qu'il y a donc un certain nombre de gens qui me suivent. Voilà, peu importe finalement. Et on voit que chaque fois, il y a l'identifiant, le nom de la personne et le nom du compte de la personne. Okay. Nous, on va essayer tout pareil de pouvoir personnaliser ça. On va essayer notamment de récupérer éventuellement la description du compte. Et ensuite, ça revient au même si on demande d'autres informations ou pas. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on va déjà faire ça et on va lui dire que on aimerait la description. On va dire user field description. Et on peut mettre, par exemple, on pourrait récupérer pour voir si c'est un profil vérifié. On peut aussi avoir l'URL de l'image. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de récupérer l'URL de l'image et de l'utiliser pour pouvoir afficher la photo du compte demain lorsqu'on l'utilisera et qu'on fera une interface graphique, une page web pour mettre comme si c'était finalement un faux site Twitter où on pouvait voir la photo du compte de la personne. Donc ici, on va utiliser description et on va déjà récupérer l'URL de l'image pour voir ce que ça donne. Donc tout pareil, on va lui dire, alors je vais mettre ça de côté, je vais refaire des paramètres qui vont bien, et je vais mettre 2, et cette fois-ci je veux l'id, le name, username, on va mettre publiométrique, on peut le garder, c'est-à-dire qu'on peut récupérer le nombre de followers de chacune des personnes, on va aussi rajouter donc profil, image, URL, et on a dit que ce qu'on voulait aussi c'est la description, donc je rajoute la description. Et c'est URL search URL param2, je vais pouvoir le rajouter ici. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais entre le nom de la route et les paramètres, on met un sigle particulier qui est le point d'exclamation. Et donc ce body 2, on pourra voir, cette fois-ci, on aura
plusieurs informations. Pour que ce soit plus simple, on va mettre slice 0, 3 pour avoir les 3 premiers comptes, ou même on pourrait très bien mettre uniquement le premier compte, comme ça on n'est pas pollué avec toutes les informations. On réessaye, ça ne fonctionne pas, parce que c'est slice, c'est body, data. Ok. On teste pour voir si ça fonctionne. Et là, je vois que j'ai bien l'identifiant, le nom, public metrics. Je vois que je n'ai pas l'URL de l'image. Voilà, c'est parce que c'était pas le bon paramètre. On va réessayer. Et cette fois-ci, j'ai les bonnes valeurs qui vont bien, c'est-à-dire que j'ai la description que j'ai demandé et j'ai le profil de l'image. Ici, je peux prendre l'URL et ça, elle fonctionne. C'est l'URL du compte finalement. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et on a toutes les valeurs qui vont bien. On peut l'afficher maintenant un petit peu mieux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction qui s'appelle map, qui permet de convertir une valeur d'un tableau par une autre valeur. Et ça nous donne le compte ici, parce que c'est un tableau de valeurs. Et ce compte-là, ensuite, on peut le mapper vers une autre valeur, c'est-à-dire l'associer à une autre valeur. Et on va lui dire que c'est le premier follower, c'est le nom du compte, arrobase. Le nom du compte, c'est donc user compte. On va mettre user. Point. Et là, on veut que ce soit username. Et ensuite, on va mettre par exemple 2 points et la description. Et une fois qu'on a ça, on peut joindre tout ça et cette fois-ci ajouter comme séparateur le saut de ligne et voir le résultat. Et on a donc le nom du compte, 27 followers et les 5 premiers followers avec celui-ci, celui-ci, celui-ci et tout qui va bien. Maintenant qu'on a un résultat fonctionnel, on peut retravailler un peu le code qu'on a fait parce que pour le moment il n'est pas très propre, il est difficile à lire et si on devait revenir dessus, le maintenir ou le modifier ou l'améliorer, ce serait un peu compliqué. Ce que je propose de faire, c'est qu'on crée une nouvelle classe. Le fonctionnement de la classe, il sera comme ça. C'est que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir créer une nouvelle variable à partir de cette classe qu'on va appeler Twitter API. Et cette classe, finalement, de la même façon qu'on a fait ici la classe URL search parem qu'on a instanciée, c'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle variable à partir de cette classe. Donc j'aimerais créer une classe Twitter API. J'aimerais lui donner mon token. Et ensuite, à partir de cette API, on va lui apprendre 2 fonctions. La première qu'on va appeler par exemple getUser by username et à laquelle on aimerait donner le compte et qui nous retourne le compte. Ce serait une fonction asynchrone bien sûr. Ensuite, ce qu'on aimerait, c'est comme ce qu'on a fait, récupérer compte ID à partir du compte, ça n'a pas de problème. Et la deuxième fonctionnalité qu'on veut faire, celle-ci, récupérer les followers, ce serait de réutiliser la classe API qui est toujours instanciée la première fois et cette fois-ci dire get follower. Et cette fois-ci, on sait que c'est by ID et pas by username parce que cette route, comme on l'a vu avant ici, il nous fallait le compte, l'idée du compte. Et cette fois-ci, on va utiliser le compte qui est là. Si on pouvait utiliser de cette façon, ce serait beaucoup plus propre et toute la complexité du fonctionnement de l'API, on le mettrait dans une classe à part pour que son utilisation elle soit très simple. Et tout cela, on va le mettre dans une classe à part pour avoir uniquement ce résultat-là, qui est l'utilisation qu'on en fait de cette classe. On va créer cette classe qui n'existe pas et on va l'appeler Twitter API. Cette classe, elle aura ce qu'on appelle un constructeur, c'est-à-dire une façon de l'instancier, ici, comme on a fait new URL search param, ou comme on aimerait faire ici new Twitter API. On aimerait qu'il y ait un token dans ce constructeur, que je vais appeler token. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce constructeur? On va enregistrer le token qui nous est passé dans le constructeur et on va l'intégrer dans la classe. Pour faire référence à une
fonction ou alors une variable qui est intégrée à la classe, on utilise le mot-clé this et on va dire this, on va l'appeler la variable token. C'est le même nom ici, mais c'est deux valeurs différentes. Ça, c'est la valeur qui nous est donnée en paramètres. Ça, c'est la valeur qui est intégrée à la classe. Alors, je pourrais mettre un autre nom, mais ça pourrait très bien être le même parce que c'est deux choses différentes. Et on l'enregistre pour pouvoir ensuite le réutiliser dans les autres fonctions qu'on va intégrer à la classe. Les autres fonctions, c'est notamment celle-ci, getUserByUsername. Et cette fonction-là, on aimerait qu'elle accepte en paramètre le compte Twitter qu'on va passer ici. Et elle retourne quoi? On veut qu'elle retourne une requête. Et là, ce sera la requête de l'API. Et cette requête, j'aimerais bien qu'elle ait tout simplement cette valeur-là. Ce compte-là. Hop. Et cette requête, c'est uniquement à ce point d'accès-là. Tout simplement. Cette fonction requête, elle n'est pas encore créée. On va la mettre, pareil, dans la classe. Et cette fonction requête, elle aura deux choses. La première, c'est la route. Donc, on va dire l'URL. Et la deuxième, c'est les paramètres. On va récupérer tout le fonctionnement ici. Donc, hop. On va le mettre là-dedans. Les paramètres, ils correspondent à ceux de la requête. Ici. Donc, je vais les mettre ici. Et là, on aura les paramètres qui sont donnés en argument. Ici. J'ai un problème de nom là, donc je vais appeler parameters, param, URL serge param. Ici, je peux utiliser fetch cette fois-ci. J'aurai URL API, je peux le récupérer parce qu'il sera utilisé uniquement à cet endroit. Je vais le remplacer. Cette fois-ci, tout ça, ensuite, je vais continuer par dire que j'ai l'URL qui m'est donné en argument, URL. Et ensuite, ça, j'enlève tout ça. J'ai mon fameux point d'interrogation et j'ai les paramètres qui vont bien, qui sont ici. OK. Ensuite, je mets les paramètres de la requête. Cette fois-ci, j'aurai mon token. Le token, il n'est pas donné de façon globale. On va l'enlever pour être sûr qu'on ne l'utilise pas de façon globale. On va le mettre ici. Mais on va utiliser celui qu'on a enregistré lorsqu'on a instancié notre classe ici, le fameux this.token. Je le réutilise parce que étant donné que cette requête elle est intégrée à la classe, bah, elle a accès au contenu de la valeur. Bien sûr ici, ce sont des fonctions asynchrones. Donc là on a mis this.token et tout cela, on le retourne body. Cette requête API, on l'utilise ici avec des choses qui vont bien, tout ça, ça va bien. Ensuite, on a dit quoi? On a dit qu'il y avait cette fonction-là qui était aussi une fonction asynchrone. Et ça demande quoi? Ça demande l'identifiant du compte en paramètres. Et à l'intérieur, ça fait quoi? Ça retourne pareil request. Alors ici, on a oublié this. Je vais le rajouter tout de suite. This. Parce que ça fait référence à une requête qui est à l'intérieur de la classe, ici. Et c'est this requête, pareil. Cette fois-ci, on va prendre la requête qui va bien, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. On enlève le préfixe parce qu'il est déjà mis ici. Le préfixe, on n'a pas besoin. On met juste user. Le compte, il nous est donné en argument. Follower. On ne va pas mettre les paramètres ici, parce qu'on les met dans un deuxième argument. Je vais aller les récupérer plus bas. Ils sont ici. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Tout ça, on a fait. Tout ça, on a fait. On récupère les followers. Les variables, elles ont changé. Donc ici, c'est compte. Le reste, c'est bon. Ici, c'est follower. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus propre. On a le token en premier, que je vais sortir. Ensuite, on instancie notre fameuse classe. On peut facilement récupérer et cacher la complexité pour récupérer le compte. On extrait l'identifiant depuis le compte. On utilise la même variable qui fait référence
à notre classe pour appeler la deuxième fonction à partir de l'identifiant et on récupère la valeur. Et ici, on appelle la même requête, la même fonction, qui est une requête pour l'API. Toute la complexité, le fonctionnement de l'API, on le met dans cette fonction. On a un URL, on a un paramètre. L'URL, il est concaténé à la suite du préfixe. Les paramètres, ils sont utilisés dans notre variable URL search param, qu'on transforme en paramètre de requête, qu'on rajoute ici. Notre token, il est utilisé. Il utilise le token qui est instancié au début. Et normalement, si on a bien travaillé, ça devrait fonctionner. On essaye. Et ça fonctionne très bien. Exactement de la même façon. Et ce qui est intéressant dans la façon de faire, c'est j'ai commencé par vous montrer quel était le résultat attendu, qui est une façon de faire aussi, pour pouvoir se dire, au moins je sais quoi mettre dans mes fonctions, de se dire de préparer en avance, comment est-ce que j'aimerais utiliser ma classe avant de la faire. On aurait pu très bien la faire aussi la classe, mais quelque part ça peut être aussi plus facile de faire de cette manière. Donc là on a fait, comme j'ai dit, on a fait une console avec les informations qui sont sous forme de texte. On aurait pu très bien, et peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo, utiliser cette source de données pour l'afficher sur notre site internet, pour afficher par exemple le nombre de followers sur notre page web, ou afficher les derniers followers, ou plein d'autres choses. Ce qu'il faut garder à l'esprit si jamais vous voulez faire ça, c'est qu'il y a un certain nombre de limitations. On l'a vu dans la page qu'il y a des limitations, je crois que c'était 900 par 15 minutes, et elles sont spécifiques à chacune des requêtes. Donc on ne peut pas juste faire un appel à l'API de Twitter chaque fois qu'il y a un visiteur sur notre site, parce que déjà ce serait lent. Ici, c'est chaque fois, c'est peut-être 15, 100, 200 millisecondes, c'est-à-dire 1/5 de seconde, mais ça demanderait beaucoup de chargement au niveau de la page. Donc il faudrait éventuellement mettre cette valeur en cache. Il faudrait même, parce que de toute façon, vous serez limité. Après, je ne sais pas combien vous avez de visiteurs sur votre site, mais vous serez probablement limité. Donc, vous aurez des problèmes, vous allez vous faire bannir ou alors bloquer votre compte. Donc, il faut mettre cette valeur en cache, c'est-à-dire qu'il faudrait l'enregistrer quelque part sur votre site pour éviter de faire l'appel tout le temps en imaginant que cette valeur, elle évolue pas trop. Alors, en fonction de l'activité de votre compte Twitter, d'un jour sur l'autre, on pourrait la mettre à jour. Ou vraiment, s'il y a quelque chose qui bouge beaucoup, on pourrait le faire une fois toutes les heures, une fois toutes les demi-heures ou une fois tous les quarts d'heure. Donc voilà, rafraîchir cette montant pour éviter d'avoir à appeler tout le temps l'API Twitter si on veut utiliser cette valeur sur notre site internet par exemple. Donc on a pu récupérer automatiquement à travers une petite application le nombre de followers. On peut récupérer plein d'autres choses. Finalement, on n'est que limité par notre imagination. C'est déjà un bon début. Peut-être qu'on en fera d'autres plus tard, qu'on utilisera d'autres API comme celle de Facebook, comme celle de LinkedIn ou celle d'autres. Mais une fois qu'on sait en utiliser une, on retrouve plus ou moins toujours les mêmes façons de fonctionner et les mêmes concepts. Donc ça se fait relativement simplement. Allez, à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me laisser un message ou si vous avez une suggestion, vous pouvez utiliser les commentaires en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières vidéos. À la prochaine.